Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Lanceur d'Arrête. Aujourd'hui, je rencontre Jimmy Demers et Isabelle Nadeau qui sont du syndicat des librairies Renaud-Bré pour les succursales de Laurier Québec et des Galeries de la Capitale qui malheureusement a fermé. On va y revenir dans l'entrevue. Leur témoignage est touchant, leur témoignage est inspirant, alors sans plus tarder, les voici. Alors, Jimmy, Isabelle, merci d'être avec nous aujourd'hui. Un an de grève avec votre syndicat chez Renaud-Bré. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. J'aimerais ça que vous me décriviez c'est quoi vos principales revendications, puis qu'est-ce qui accroche avec l'employeur? Ben, essentiellement, ça tourne autour des salaires. Je pense que je vais surprendre personne. Présentement, il y a pratiquement aucun employé qui est au-dessus de 15 cents de plus que le salaire minimum. Et nous, ce qu'on veut, c'est seulement $1 de plus que le salaire minimum et une grille qui représente l'ancienneté et l'expertise des gens qui sont là. Parce que moi, j'ai des collègues de travail qui sont là depuis 15 ans. Isabelle, ma collègue, est là depuis 18 ans, 19 ans si on compte la grève. Puis est encore à salaire minimum plus 15 sous. On trouve que ça n'a aucun sens. Puis il me semble qu'on ne demande pas tant que ça. Là. C'est pas des salaires de médecins. Là. Puis, on veut aussi que la grille bouge en fonction du salaire minimum. Que ça reflète pour pas qu'on se retrouve, parce qu'on n'a pas toujours gagné des salaires minimum plus 15 cents. Là, moi, j'ai déjà gagné plus, mais on veut que quand le salaire augmente, le salaire minimum augmente, ben, que la grille bouge pour ne plus revivre ce qu'on vit là présentement. On a aussi des demandes sur les pauses pour les blocs de 5 heures, sur les délais d'arbitrage qui ne sont pas réglés encore, les REER, les meilleures formations. On a plusieurs demandes qui sont encore en attente. Donc, en fait, ce que je constate quand même, c'est que vos demandes sont tout à fait raisonnables, mais que par contre, il y a un employeur qui est complètement fermé. C'est pas pour rien que vous êtes en grève depuis un an, c'est parce que ça bouge pas trop. C'est quand même un employeur qui est pas commode, qui a utilisé des tactiques qui sont illégales, des briseurs de grève. C'est un professionnel de l'injonction. Je sais qu'ils font beaucoup de choses pour vous, je pense, pour vous intimider. Il a été condamné plusieurs fois. D'après vous, comment ça se fait que cet employeur-là se permet ces choses-là? Ben, moi, je pense que c'est en grande partie à cause du climat actuel qui est très antisyndical. Puis c'est aussi parce qu'il y a beaucoup d'argent. C'est aussi simple que ça. S'il mettait le quart de ce qu'il met dans ses avocats, s'il mettait le quart de ce qu'il mettait à acheter des entreprises supplémentaires, s'il mettait le quart de ce qu'il mettait à s'acheter des condos à 5,6 millions, je pense qu'il n'y aurait aucun mal à payer ses employés. Mais c'est pas ça qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est runner sa business comme il veut puis que toutes les autres ferment leur gueule. Puis c'est pas juste les employés qui devraient pas y dire quoi faire, c'est le gouvernement aussi parce que de toute façon, ça bouge pas de ce côté-là non plus. Là. Puis c'est un peu pour ça aussi que je voulais vous recevoir dans le podcast parce que je trouve que votre lutte, elle est exemplaire. Elle est exemplaire par le courage que vous avez démontré, que vous démontrez encore, mais aussi par le fait de cet employeur méprisant, qui n'écoute pas. Tantôt, avant qu'on ouvre les micros, Jimmy me disait qu'il n'y a pas grand-chose qui bouge. Ils sont pas très, très intéressés. Puis, je me demandais au niveau du moral, après un an de grève, comment ça va? Ben, c'est sûr que c'est difficile. Ça va être notre deuxième hiver à l'extérieur. Le premier hiver avait été très difficile. Surtout que je pense que personne s'attendait à ce que ça dure si longtemps. Tout simplement parce que ça semble pas avoir d'allure. Là. Puis de tout ce qui s'est passé au courant de la dernière année, la fermeture des galeries, les injonctions qu'on a eues, effectivement, l'utilisation de briseurs de grève, tout ça, on se disait que ils pouvaient pas continuer d'agir comme ça, mais pourtant, il n'y a rien qui se passe. La dernière offre qu'il nous a fait a été refusée à 93%. Je pense qu'on ne pouvait pas être plus clair qu'on l'a été. Puis pourtant, ça fait 6 mois qu'on n'a absolument aucun message de sa part. Pas plus tard que ce matin, la conciliatrice l'a relancé, puis on nous a dit qu'il n'y avait rien de plus à nous offrir. Fait que ce que je ressens présentement, c'est pas du découragement, c'est plutôt La colère. de la colère, évidemment. L'indignation. L'indignation, mais une espèce de sentiment d'incompréhension que ce genre de choses-là soit possible de nos jours. Toi, Isabelle, le moral, comment ça va? Le moral, ça va. Ça va encore. Oui, c'est difficile, mais ça va parce qu'on y croit à notre lutte. Puis les membres sont encore très déterminés.
Fait que même si c'est long, même si c'est dur pour tout le monde, là, on ne se le cachera pas, là, pour tout le monde, c'est difficile. Là. Mais on y croit. Puis plus notre employeur s'entête, plus nous, on s'entête de notre côté aussi. Là. On y croit à notre lutte. On croit qu'on mérite mieux. Mais je pense qu'avec un employeur comme le vôtre, ça prenait des gens comme vous, justement, qui ne lâchent pas, parce que c'est quand même surréaliste de voir que il donne l'impression qu'il s'en fout complètement. La fermeture des galeries de la capitale, moi, en tant que témoin du conflit, là, qui s'y intéresse, mais qui n'est pas à l'intérieur, j'avoue que je suis un peu tombé de ma chaise quand j'ai vu ça. Comment ça a été reçu parmi vous, parmi vos membres? Ben, premièrement, ça a été une claque d'en face parce que on a reçu le email avertissant nos membres des Galeries de la Capitale qui étaient transférés à Laurier 3 minutes avant qu'on rouvre la ligne de piquetage. Bien entendu, c'était quelque chose qui avait été discuté, mais on s'attendait tous à ce que ça se fasse pas parce que Galeries de la Capitale, c'était excessivement rentable. Là. Puis pour ce qui est de la réception, ben c'était beaucoup de colère, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de larmes, effectivement. Ça a probablement été le moment le plus dur de toute la grève, honnêtement. Mais effectivement, là, puis le Renaud-Bré le savent à quel point ça... C'est une autre tactique. C'est ça, une autre tactique, c'est l'intimidation. C'est entre autres pour ça qu'on a porté plainte, parce que clairement, ça enfreint nos droits de travailleurs de revendiquer. C'est une tactique d'intimidation, comme il a fait tant d'autres de tactiques d'intimidation. C'est flagrant, puis encore une fois, il n'y a rien qui se passe. Moi, ce que je trouve très, très important, puis c'est la raison pour laquelle, entre autres, une des raisons pour laquelle je voulais qu'on en parle, c'est que je trouve que c'est pas assez exposé. Moi, je trouve que M. Renaud et son équipe de valets, je trouve que c'est pas assez exposé à quel point leurs tactiques sont mesquines, sont sournoises, et puis sont, pour beaucoup d'entre elles, illégales. Mm-hmm. Tantôt, Jimmy, tu disais que ça avait été une surprise la fermeture des Galeries de la Capitale, même si ça planait un peu. Aussi, tu disais qu'il y avait une certaine... avec le nombre de tactiques sournoises, ce que j'ai compris, c'est qu'à un moment donné, vous pensiez que ça allait s'épuiser, toutes ces niaiseries-là. Là. Ben, qui allait avoir des conséquences. Renaud-Bré a été reconnu coupable d'ingérence syndicale. Il a été reconnu coupable de négociation de mauvaise foi. On est encore en procès avec eux concernant les briseurs de grève. La plupart des gens ne le savent pas. Ça revient sur le tapis chaque fois qu'on parle de notre conflit, mais pourtant, les gens ne semblent pas au courant puis il ne semble pas y avoir de conséquences pour l'entreprise de ce côté-là. Et visiblement, ils préfèrent payer ses avocats que nous donner des bons salaires. C'est aberrant. Oui, c'est quand même particulier parce que j'ai comme un petit doute que les avocats ont un salaire plus élevé que les employés de la succursale de Laurier et celle des Galeries de la Capitale. Puis, je me demandais, après un an comme ça, est-ce qu'il y a eu un moment au cours du conflit où vous avez compris que ça allait durer longtemps? Ben, nous, on a commencé le conflit avec des grèves surprises un peu avant le début du temps des fêtes. Moi, ça fait des années que je travaille là-bas, ça fait 10 ans, puis le temps des fêtes, je sais à quel point c'est profitable. Fait que c'est là qu'on s'est dit qu'on allait avoir le plus d'impact. C'est pour ça qu'on a commencé à ce moment-là. Quand Noël est passé, quand le jour de l'an est arrivé, puis qu'il continuait de runner le magasin en utilisant des bénévoles, puis que ça continuait comme ça pendant le mois de janvier, c'est là que j'ai réalisé que ça allait pas se régler facilement parce qu'après le temps des fêtes, il y a toujours une période plus tranquille, moins d'activité. Fait qu'il y a l'incitatif de négocier avec nous était moins là parce qu'il y avait moins de demandes, puis... Mais jamais j'aurais cru un an. Mm-hmm. Je me doutais que ça allait être plus long. Je pensais peut-être que ça allait reprendre un peu avant le début de l'année scolaire, que c'était une autre période forte pour nous autres. Mais non, rien du tout. Ils ont fait runner le magasin exclusivement avec les gérants. Et j'ai pas de mal à dire que ça doit être un service horrible qu'ils ont là-bas parce que non seulement ces gens-là n'ont pas nécessairement toutes les connaissances nécessaires pour répondre aux clients, mais en plus, je sais pertinemment qu'on est 2 fois plus, 3 fois plus que ça sur le plancher normalement. Fait que les gens qui vont quand même magasiner là-bas, je sais pas quoi ils pensent, mais c'est pas des conditions optimales pantoute là, pour magasiner. Ben, de toute façon, on ne saura jamais le service qu'ils reçoivent parce qu'on n'y va pas à la succursale Renaud-Bré. Hein, on le sait, on ne franchit pas un piquet de grève. En plus, on va y revenir un peu plus tard, mais justement, Monsieur Blaise Renaud, lui, c'est l'argent qui l'intéresse. Donc, on va inviter les gens à ne pas acheter chez Renaud-Bré tant que le conflit n'est pas terminé. Mais je l'ai dit souvent à ce micro-là, je le dis encore, c'est très simple. Un piquet de grève, on ne franchit jamais ça.
Et donc, on ne pourra pas le savoir si les gérants donnent du bon service. Mais j'ai comme l'impression que si dans la vie, il y a des gérants de magasins et des libraires, c'est parce que c'est pas le même métier. Donc, j'ai bien l'impression que effectivement le service est pas terrible et que les gens doivent se débrouiller tout seuls pour trouver ce dont ils ont besoin. Et bien, tant pis pour eux, ils avaient juste à aller ailleurs. Toi, Isabelle, est-ce qu'il y a un moment où tu as réalisé que le conflit allait être long? Est-ce que c'est la même chose que Jimmy? Alors, moi, je suis plus optimiste dans la vie. Donc, on nous avait expliqué avant la grève. Bon, là, la grève, d'habitude, on voit, ça peut durer 3-4 jours. Après, la prochaine étape, c'est 3-4 semaines. Puis après, si vous tombez à 3-4 mois, là, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Moi, c'est quand j'ai attrapé le 3-4 mois que je fais OK, on est vraiment parti pour un moment, là. Effectivement. Puis pour toffer, pour durer aussi longtemps dans ce conflit-là, malgré la colère, est-ce que vous avez reçu du soutien? Si oui, de qui? Si on commence à la base, c'est la population. Tous les jours, on a des gens qui viennent nous voir, qui sont complètement abasourdis qu'on soit encore là. Tous les jours, on a des gens qui viennent nous voir pour nous dire de ne pas lâcher, pour nous dire de continuer, nous dire qu'ils n'achètent pas là-bas. On a souvent des gens qui nous achètent des cafés parce qu'ils voient qu'on offrait sur le bord du chemin. On a souvent des gens qui nous achètent des beignes. On a même un restaurateur de Place Laurier qui a offert des repas à nos membres, que j'ai trouvé absolument fantastique. Si on va un peu plus loin que ça, il y a les autres syndicats. Il y a des mix, maintenant Béton Provincial, qui sont quasiment nos frères de grève, qui ont commencé en même temps que nous, puis que leur boss est aussi terrible que le nôtre, ou presque. On avait l'Hôtel Pur, qu'eux ont eu la chance que leur conflit s'est terminé, mais ça a été parmi les premiers qui nous ont aidés. On a eu les CPE, on a eu Beneva, on a eu l'entretien du RTC, les chauffeurs du RTC qui nous ont tous aidés. Honnêtement, s'il y a une chose que je veux retenir de ce conflit-là, c'est vraiment la solidarité. C'est pas juste un slogan qu'on crie dans la rue, c'est quelque chose de tangible, c'est quelque chose qu'on a vécu tous les jours avec nos membres, avec les autres syndicats, puis bien entendu, la raison pour laquelle on s'est rendu si loin, c'est la CSN. Nous, notre syndicat a 28 ans. On a encore des membres fondateurs qui font partie de notre syndicat, puis par contre, on est un syndicat qui n'a jamais fait de très grosses actions. Fait que c'était vraiment la première fois qu'on rentrait en grève et on savait absolument pas dans quoi on s'embarquait. Si c'était pas de nos conseillers, si c'était pas des ressources que la CSN avait, on se serait pas rendu là. C'est tout simple que ça. Puis on découvre que la CSN, c'est une grande, grande famille. On a beaucoup de gestes de solidarité de la part des autres syndicats. C'est incroyable à quel point c'est une grande famille. Ce qu'on ne savait pas avant le conflit. Ben écoute, c'est dommage de l'apprendre dans ces conditions-là, oui. Mais c'est souvent dans les moments difficiles qu'on sait sur qui on peut compter. Puis avec vos membres, avec les gens qui sont avec vous sur la ligne de piquetage, comment ça a évolué depuis un an? Ben, c'est sûr qu'on a beaucoup plus appris à se connaître parce qu'avant, on était 2 succursales séparées et en dehors des rencontres syndicales trimestrielles où pratiquement on se connaissait pas beaucoup. Mais ce qui nous a rassemblés, c'est vraiment la stupidité de Renaud Bré, je m'excuse de le dire comme ça. La rage de notre groupe lorsque Renaud Bré a acheté Archambault en plein milieu des négociations, lorsqu'il nous disait... Omer de Serre. Omer de Serre, pardon, oui. Tu as raison. Archambault, c'est il y a 10 ans, oui. Ça. Mais je pense que c'était la meilleure chose qu'il pouvait faire pour nous. Les membres étaient insultés, puis ça nous a rassemblés. Mais aussi, on a des membres pour qui c'est pas facile. Le piquetage, la grève, ça donne son dû psychologiquement, ce genre de choses-là. Fait qu'on a vu, on a appris à s'entraider, on a appris à se soutenir les uns les autres. C'est sûr que des fois, les émotions montent, mais en bout de ligne, on est tous ensemble là-dedans, puis on se soutient tous. C'est spectaculaire d'acheter une chaîne de magasins aussi grosse et rentable comme Omer de Serre, qui a dû quand même pas se vendre pour une poignée de peanuts. Quand on dit qu'on n'a pas d'argent pour payer son personnel, c'est quand même... ça démontre à quel point Monsieur Blaise Renaud se sent en toute impunité. Et je vous dirais que ce que j'aimerais qu'on dénonce le plus possible, c'est ça. C'est pas parce que tu as de l'argent que tu peux faire tout ce que tu veux. C'est pas parce que le gouvernement est pro-patronal que tu peux faire tout ce que tu veux. Puis on va taper le clou tant qu'il faudra. Des patrons comme ça, on n'en veut pas, tout simplement.
Je veux juste prendre un tout petit instant pour dire à quel point c'est gros en Mer de Serre. C'est 28 succursales. C'est un spécialiste en cadre. C'est un service de distributeur. Encore une fois, c'est pas une petite entreprise, papa, maman. Puis à ma connaissance, c'est pas une entreprise qui était en difficulté financière non plus, là. Fait que de l'acheter pendant qu'il négocie avec nous puis qu'il nous envoie à chaque semaine des messages épinglés sur le tableau qui dit « Ah, le marché de l'emploi est pas facile, le distributeur de livres, c'est pas facile, on se fait manger notre compétition par Amazon puis Costco. » C'est insultant. C'était juste insultant. On n'ira pas trop dans les technicalités du monde du livre, mais quand même, il faut savoir que Renaud Bré, propriétaire de Prologue, qui est un très gros distributeur, un très gros joueur au Québec, et les livres que vous pouvez acheter chez Costco, ben il y en a beaucoup qui viennent de Prologue. Donc, c'est son concurrent, mais c'est aussi son client. Donc, on se rend compte à quel point c'est absurde le discours de cette entreprise-là. Puis, pour avoir fait plusieurs salons du livre au cours de l'année, Renaud Bré n'a pas beaucoup d'amis dans le domaine de l'édition puis dans le domaine du livre. Bien sûr, on comprend que personne ne peut le dire à voix haute parce qu'il y a pratiquement le monopole, mais nous, on a eu beaucoup de soutien de personnes dans le milieu de l'édition, mais malheureusement, ils ne peuvent pas aller contre Renaud Bré, mais même en arrière, c'est mal géré, Renaud Bré, de ce côté-là. Mais tu sais, je veux pas non plus entrer dans la caricature, mais on parle quand même d'un propriétaire qui a hérité d'une compagnie florissante, qui n'a jamais connu ce que peut-être son père a connu en bâtissant la compagnie, mais on est quand même face à un Nepo baby, comme on dit, là, un fils d'eux qui se permet de se comporter comme s'il connaissait ça, alors que au niveau de l'attitude, c'est clair qu'on repassera, mais au niveau des connaissances puis de la gestion, ce que j'entends dans ce que vous me dites, c'est qu'il n'est pas si bon que ça. Il est chanceux d'avoir hérité de magasins qui fonctionnaient déjà très bien, si je comprends. Ben, je pense que si on devait mettre une épithète à Blaise Renaud, ce serait quelque chose qu'il aurait déjà dit en entrevue, c'est « moi, je vendrais des marteaux, je n'agirais pas différemment ». Pour quelqu'un qui possède un si gros pourcentage de la culture au Québec, que ce soit l'art avec Omer de Serre, que ce soit la musique avec Archambault, que ce soit les livres avec Renaud Bré, cette phrase-là aurait dû beaucoup plus le faire critiquer que ça. C'est impensable dans ma tête. Dernièrement, j'ai parlé dans le podcast des trolls, des haters sur Internet. Puis moi, un commentaire que je vois souvent quand il s'agit de votre conflit, c'est une espèce de mépris de votre métier en disant, je paraphrase, c'est pas mon opinion bien entendu, mais vous permettez de demander un salaire qui est supérieur au salaire minimum, alors que dans le fond, vous êtes des vendeurs dans le commerce de détail. Après un an, c'est la preuve que vous n'aurez rien. Qu'est-ce qu'on leur répond à ces gens-là? Bien déjà, l'accès aux services est de plus en plus difficile pour la population en entier. Fait que les gens se tournent vers les livres pour avoir des réponses à leurs questions puis avoir de l'aide. Fait que ce soit en psychologie ou dans le département jeunesse où Jimmy et moi, où on travaille tous les jours, on a des gens qui viennent voir pour... Oui, ils ont des orthopédagogues, mais ça suffit pas. Il faut travailler. Donc, ils viennent nous demander qu'est-ce qu'on peut prendre comme jeu, qu'est-ce que les orthopédagogues utilisent comme jeu pour aider les enfants, encore plus quand ils n'ont pas d'orthopédagogue. On répond à des questions. Comment expliquer la mort à un enfant? Comment aider un enfant qui a telle ou telle peur? Quotidiennement, on se fait poser des questions qui vont nous permettre d'aider des parents à aider leur enfant à se développer. Puis en librairie, c'est pareil au niveau de la nutrition, de la psychologie, où là aussi, ils ont plein de questions. Si vous vous baladez dans le coin de psychologie en librairie, là, c'est sûr qu'il y a un client va poser une question il y a un problème, il veut de l'aide, il n'y a pas accès aux services, il se tourne vers les livres. Puis, il y en a qui vont nous dire, oui, mais moi, j'ai BookTok, moi, j'ai ChatGPT, moi, j'ai ci, moi, j'ai ça. Je doute pas que sur BookTok, il y a des très bonnes recommandations, mais souvent, c'est des choses modernes parce que c'est ça qui fait bouger le plus l'algorithme. Mais quelqu'un qui a 10 ans de connaissances dans le métier, quelqu'un qui a étudié dans le domaine de bibliothécaire, puis on en a dans notre groupe qui ont leur diplôme de bibliothécaire parce que c'était quelque chose qui se faisait à l'époque. Et ces gens-là ont des connaissances que si tu as aimé un genre de livre, ben, il va pouvoir te proposer quelque chose de semblable. Puis, pour ce qui est de l'intelligence artificielle, maintenant qu'on fait une recherche, l'intelligence artificielle est plus portée à mentir plutôt que vous le dire directement qu'elle ne sait pas. Puis ça donne des situations comme quelqu'un vient chercher un livre parce qu'il l'a trouvé sur ChatGPT, puis qu'on fait des recherches plus approfondies, on se rend compte que ce livre-là n'existe pas. Fait qu'il faut une connaissance de base. Puis l'autre chose aussi, c'est que moi,
comme Isabelle, je travaille dans le secteur avec les enfants, puis on prétend pas remplacer des orthopédagogues. Non. Mais par contre, on a beaucoup de professeurs qui viennent magasiner chez nous, on a beaucoup d'orthopédagogues qui viennent magasiner chez nous, puis lorsqu'on les sert, on apprend. Puis après 10 ans de service, me semble que je peux dire que je suis plus qu'un Christy de commis de plancher. Pas d'offense au commis de plancher, mais mes 10 ans de métier que j'ai là-dedans, je connais les affaires, puis je suis un passionné, fait que je me renseigne à propos des nouveautés. Il n'y a rien qui me fait plus plaisir qu'une mère qui dit « Mon enfant lit rien d'autre que des Christine manga, peux-tu me proposer quelque chose? » Puis de la voir revenir la semaine après, puis de me dire « Il a dévoré ce que tu m'as proposé, t'as-tu autre chose? » On a encore un nouvel exemple que présentement, avec des gérants dans les rayons, les orthopédagogues et professeurs de ce monde n'auront peut-être pas un service aussi pointu que celui que vous offrez. Puis, je me demandais, monsieur, madame, tout le monde, qui ne sont pas nécessairement familiers avec votre conflit, qui ne sont pas nécessairement des gens que ça intéresse, mais qui en ont un peu entendu dans les médias, est-ce qu'il y a un élément que vous trouvez qui n'est pas assez dit et que vous aimeriez qu'ils sachent? Beaucoup plus qu'un, en fait. Je pense que ça a toujours été très étonnant de voir à quel point les gens ne sont pas conscients de certaines choses par rapport à notre conflit. Chaque fois que je vois un commentaire qui dit qu'on veut des salaires de médecins, je suis comme « Ah, je savais pas que les médecins étaient payés 16 piastres de l'heure. » Même les gens qui veulent nous aider, même les gens qui sont notre bord, ils nous disent « Ah, c'est beau, j'irai plus magasiner là, je vais aller acheter chez Archambault. » Je suis comme, merci du sentiment, mais ça va tout dans les poches de la même personne. Ouais. C'est toute la même affaire. Comme je l'ai dit tantôt, il y a des gens qui savent pas que Renaud-Bré a été reconnu coupable de négociation de mauvaise foi, d'ingérence syndicale. Ces lois-là existent pour une raison. On a beaucoup de gens qui disent, oh, vous êtes fait brainwasher par la CSN. La grève, ça a été passé au vote et nos membres ont voté en toute connaissance de cause. Cette mésinformation-là, c'est omniprésent. Même avant que Galerie La Capitale ferme, on avait des gens qui savaient même pas qu'on était en grève. On avait des gens qui pensaient que c'était des rénovations ou que c'était du manque de personnel. Aux Galeries La Capitale. Aux Galeries La Capitale. Puis même aujourd'hui, on a des gens ils rentrent chez Renaud-Bré sans savoir ce qui se passe. Puis ils arrivent devant les portes fermées, puis ils prennent... C'est pas écrit sur les portes qui sont en grève, ils vont pas l'afficher, fait qu'ils savent pas qu'est-ce qui se passe, puis ils cherchent pas à en savoir plus. Puis tout le monde a ses problèmes, je peux comprendre ça, mais ça me fascine de voir qu'après 1 an de conflit, après des reportages, après des procès qui ont été donnés en notre faveur, qu'encore on a de l'hostilité envers nous parce que supposément qu'on est paresseux ou c'est fou le manque d'informations qu'il y a en ce moment, puis je trouve ça dommage parce que je suis persuadé que d'autres personnes vont se retrouver dans notre situation. J'en ai déjà parlé dans le podcast, mais je trouve que malheureusement, les personnes qui vous critiquent sans connaître, les personnes qui sont probablement des victimes du système capitaliste, puis des victimes à un autre niveau, des grands chefs d'entreprise qui se croient tout permis, ben, j'avais fait un parallèle avec on va parler de littérature un peu, un parallèle avec le discours de la servitude volontaire en disant que moi, ces personnes-là, je les appelle des victimes consentantes. Parce que jusqu'à un certain point, c'est confortable de servir le maître, comme le disait Étienne de la Boétie. Puis malheureusement, c'est dur quand on a passé toute sa vie à servir un système de se rendre compte que peut-être que le système que j'ai servi est pourri. Et on voit des gens comme vous qui se tiennent debout. Et ça fait mal aux genoux parce que ça fait longtemps qu'on est à genoux. Donc, je pense que oui, c'est peut-être la chose la plus difficile de votre conflit, mais moi, je trouve que c'est la chose la plus exemplaire du combat que vous menez. C'est que vous tenez debout alors que beaucoup de gens, et heureusement pas tous, disent que c'est perdu d'avance. Et moi, je vous le dis, c'est pas perdu d'avance parce que la minute que vous êtes debout, vous changez déjà les choses. Vous changez déjà certaines mentalités. Malheureusement, les gens vous le diront pas. Mais je pense qu'il faut vraiment que vous preniez conscience, j'espère que vous en avez conscience, de la grandeur du combat que vous menez, l'inspiration que vous êtes pour plusieurs personnes. Cela dit, je vous souhaite pas que ça dure encore une autre année, évidemment. Merci. C'est une grosse entreprise, Renaud-Bré. C'est pas juste Renaud-Bré, c'est Renaud-Bré, c'est les Archambault, c'est les Homères de Serre, c'est les Griffons, c'est Prologue, gros distributeur de livres, c'est Pierre Belvédère, gros distributeur de papeterie et de jeux. Fait que ce n'est pas petit. Là. Les clients n'ont pas l'air, la population n'a pas l'air de tout savoir à quel point c'est gros Renaud-Bré et ça va bien Renaud-Bré. Puis,
Renaud-Bré est excessivement discret sur ses chiffres d'affaires, fait que c'est très difficile à obtenir. Moi, j'ai fait de nombreuses recherches, puis le seul chiffre que j'ai réussi à trouver, c'est un article du Journal de Québec d'il y a environ 1 an qui disait que c'était 400 millions de chiffre d'affaires par année quand on a commencé notre conflit. Puis personnellement, je suis persuadé que c'est plus gros que ça. Fait que, encore une fois, une 60aine d'employés qui demandent $1 de plus, vous me dites que c'est trop demandé, que ça vaut plus que fermer une entreprise dans l'un des plus gros centres d'achat de la province, que ça vaut la différence de dépenser des dizaines de milliers de dollars en frais juridiques pour nous fermer la... Excusez. Mais vous me dites que tout ça, ça vaut plus que 60 personnes qui veulent être payées décemment. On en a un peu parlé tantôt, mais je veux juste y revenir, voir si... est-ce qu'il y a eu des moments de doute, des moments où vous avez dit « Non, c'est bon, je laisse tomber, moi je lâche tout, je vais travailler ailleurs ». Et si oui, c'est quoi qui a fait que vous êtes encore là, en face de moi aujourd'hui? Lâcher, jamais. J'ai jamais voulu lâcher, mais j'en ai parlé tout à l'heure, la fermeture des galeries, ça a probablement été le pire moment de toute la grève. Ça a été un moment de doute, de peur, mais lâcher, non. Parce que c'est souvent quelque chose que les gens vont nous crier sur le bord du chemin, pourquoi vous ne trouvez pas une autre job. C'est souvent des choses que les gens vont dire avec un petit ton peiné, genre, mais pourquoi vous n'allez pas ailleurs? Parce que tout simplement, ça ne nous donne rien. Ça ne nous donne absolument rien. Même si on se trouvait un autre emploi, on serait probablement encore au salaire minimum. Puis moi, j'ai 10 ans de service chez Renaud-Bré. Je travaillerais dans n'importe quelle autre entreprise, j'aurais quelque chose à montrer. Puis avec Renaud-Bré, présentement, j'ai rien. J'ai absolument rien. Puis même si j'allais travailler ailleurs, on l'a dit, on l'a répété, Renaud-Bré, c'est gigantesque, puis Renaud-Bré continue d'acheter. Moi, je suis un libraire, je suis un spécialiste en jeux. Même si je me trouvais un autre emploi ailleurs, j'ai toutes les chances de retravailler pour Renaud-Bré dans quelques années quand il va acheter la nouvelle entreprise pour laquelle je travaille. Puis quand je vais être ailleurs, c'est très possible que je n'aie pas de syndicat pour me défendre. C'est très possible que je n'aie pas de manière de me défendre. Puis je vois pas qu'est-ce que ça va changer d'aller me trouver un autre job ailleurs. Je préfère rester debout, me battre ici et maintenant, puis changer les choses, pas seulement pour moi, mais pour mes collègues, puis pour n'importe qui d'autre qui travaille dans l'industrie du livre, parce que Renaud-Bré, c'est l'industrie du livre au Québec. Même si on travaille ailleurs, les autres vont regarder ce que fait Renaud-Bré, puis ils vont agir en conséquence. Fait que si Renaud-Bré bouge, si Renaud-Bré change, c'est bénéfique pour toute l'industrie. Moi non plus. Aucun doute. Jamais eu envie de lâcher. On y croit. On croit qu'on mérite mieux. On a la chance d'habiter dans un pays où on peut se tenir debout puis se battre pour se faire entendre. Et donc, tant que les membres vont être partants, nous, on est partants pour continuer la lutte. Je suis content d'entendre ça parce que franchement, je crois que peut-être que vous allez vous en rendre compte quand ça va être fini en vous retournant, mais vous changez beaucoup plus de choses que simplement l'industrie du livre, vos membres. Vous êtes devenus des symboles. Alors, je ne veux pas vous donner la pression, mais je trouve tellement que vous êtes assez courageux. Vous vous battez contre un milliardaire, là, puis il vous fait pas peur. Puis ça, c'est quand même extrêmement, extrêmement inspirant. Et justement, tous ces gens qui vous suggèrent de lâcher tout ça, ben probablement que c'est des gens qui n'auraient pas le culot que vous avez, le courage que vous avez dans la même position. Puis on l'aime, notre travail, à la base. Mm-hmm. C'est aussi pour ça qu'on se bat. On l'aime, notre travail. On a envie de retourner travailler, de resservir nos clients. C'est pour ça qu'on se bat aussi. J'aimerais qu'on finisse en disant, qu'est-ce que les gens qui nous écoutent peuvent faire pour vous aider dans votre lutte? Ben, la première des choses, la plus évidente, c'est de ne pas aller magasiner chez Renaud-Bré. Présentement, on a une campagne. Renaud-Bré n'a pas de cœur, j'achète ailleurs. Vous avez peut-être vu nos pancartes dans les abribus. Peut-être que vous avez vu nos entrevues à la télévision ou les reels qu'on a fait sur TikTok. Par contre, comme on l'a dit, puis on va le répéter parce que c'est vrai, puis il faut que ce soit su, Renaud-Bré, c'est pas juste Renaud-Bré, c'est Archambault, c'est Omer de Serre, c'est Pierre Belvédère, c'est les boutiques Griffon, c'est... il y en a tellement, j'en oublie, Prologue. C'est tout ça. Fait on sait que c'est difficile, surtout dans cette période des fêtes-là. On veut pas se compliquer la vie, on veut essayer de faire ça simple. Puis chez chaque personne qui a fait l'effort de ne pas aller magasiner chez Renaud-Bré a mon respect et ma gratitude. Mais
Il y a des tonnes et des tonnes de librairies indépendantes à quelques pas de chacun des Renaud-Bré, parce que Renaud-Bré fait exprès de s'installer proche de librairies indépendantes pour les détruire. Fait que je suis certain qu'eux autres aussi, ça leur ferait plaisir de vous voir pendant le temps des fêtes. Puis, si vous voulez en faire plus, ben il y a le service à la clientèle de Renaud-Bré qui peut prendre de vos messages puis leur expliquer pourquoi ce qu'ils font, ça n'a pas d'allure. Il y a le service des plaintes en ligne. Venez nous voir sur la ligne de piquetage aussi pour nous donner encore la force de poursuivre. Oui, je vais partager sur le site web puis sur les pages du podcast comment faire pour appeler au service à la clientèle. Comment faire pour aller faire une plainte. Ça va me faire un grand plaisir de le faire moi-même, mais on va essayer que la communauté qui nous écoute fasse la même chose. Puis oui, en plus, votre ligne de piquetage, elle est plate parce que Renaud-Bré vous a comme obligé à aller plus loin. Vous avez un petit bout de stationnement. Elle est plate au niveau de l'endroit où elle est située, mais elle n'est pas plate au niveau des gens qui y sont. Là. J'ai vu qu'il a froncé les sourcils à la tête, j'ai vu. Mais non, je comprenais allez-y, c'est pas très bien situé, mais gênez-vous pas. Allez voir les personnes, allez leur parler 5-10 minutes, juste une tape dans le dos, un petit support. Ça fait une grosse différence. Puis, je le répète, sans vouloir vous mettre de pression, ce que vous faites, ça dépasse de beaucoup le conflit que vous menez. Et il me reste à vous remercier, Jimmy, Isabelle, merci d'avoir été avec nous. J'espère qu'on a passé le message. Et de mon côté, je vais continuer à suivre votre conflit, à vous soutenir puis à être là de la manière que je pourrais pour vous accompagner. Lâchez pas, vous êtes debout puis vous êtes inspirant. Merci beaucoup. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette rencontre autant que moi j'ai apprécié à l'enregistrer pour vous. Je vous invite à vous abonner au podcast, bien sûr. Je vous invite à partager mes publications sur les réseaux sociaux, en particulier pour cet épisode-ci, parce qu'il faut absolument que leur message soit entendu par le plus grand nombre possible. Quant à moi, je vous dis à la prochaine fois. Lanceur d'arrêt, c'est un rendez-vous. Abonnez-vous.